Bonjour à tous. Je vais vous demander de vous approcher si vous le voulez bien. Pour ceux qui sont derrière, vous pouvez venir au premier rang, je ne mords pas. Bonjour, je m'appelle Stéphane Batman, je suis de la communauté urbaine de Dunkerque bienvenue à la grande finale de l'appel à projet multi-usage et services innovants autour de la future plateforme électrique en mer, donc qui est co-organisée par le groupe RTE et la communauté urbaine de Dunkerque. Alors, nous avons lancé un appel à projet innovant au cours du mois de février sur 4 thématiques: la plateforme intelligente, nouvelles technologies et projets de recherche, les projets d'éco-conception et également le tourisme à distance. Alors quand je dis qu'on a lancé un appel à projet, en réalité on en a lancé 2. Un qui était plutôt à destination des entreprises et l'autre à destination des étudiants. Hop, j'ai switché. Voilà. Et aujourd'hui nous allons remettre 4 prix. 2 pour les entreprises, 2 pour les étudiants. Le premier pour les entreprises consistera en une prime financière de 20 000 €, un accompagnement dans le cadre de la turbine numérique à la mise en place d'un démonstrateur. Pour le deuxième prix, une étude de faisabilité. Et chez les étudiants, le premier prix, une visite d'une plateforme offshore ou une visite VIP de RTE. C'est un appel à projet qui a reçu beaucoup de candidatures. Ils étaient 230 au départ, 230 dossiers, environ 70 du côté entreprise et du coup 160 du côté des étudiants, je compte bien. Il n'en reste plus que 10. 6 côté entreprise, 4 côté étudiants. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir ces 10 finalistes. Alors malheureusement, il y a 2 groupes d'étudiants qui n'ont pas pu venir, donc vous allez voir 8 présentations. Et chaque porteur de projet disposera de 4 minutes et pas une seconde de plus pour vous convaincre qu'ils sont le meilleur projet autour de la plateforme électrique. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par les entreprises et le premier projet porté par le CEATech. Vous pouvez l'applaudir. En route le chrono. Et... c'est sérieux. C'est parti. Bonjour à tous, Luc Witting, je suis responsable des partenariats industriels au CEATech Hauts-de-France. Alors le CEATech, c'est la direction de la recherche technologique du CEA, dont la mission est de développer des technologies et de les transférer aux industriels français pour accompagner la compétitivité et à terme faire de l'emploi par l'innovation. Ce qu'on propose, c'est de... Alors on travaille sur beaucoup de thématiques et notamment les EMR, avec une plateforme dédiée aux EMR qui développe des systèmes innovants de production d'énergie renouvelable marine et puis qui permet de les tester. Sauf que une plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est des chercheurs, c'est des têtes bien faites avec des moyens matériels pour pouvoir concevoir toute cette innovation. Mais au bout d'un moment, la maturité de la technologie fait qu'on a besoin d'aller sur le terrain pour tester, dimensionner les systèmes qui vont être industrialisés. C'est ce qu'on propose de faire, développer en lien avec cette plateforme, corréler cette plateforme à cette plateforme en mer pour dimensionner des systèmes, travailler sur la performance, diminuer les time to market, diminuer aussi les coûts, parce que c'est compliqué parfois de trouver des terrains d'expérimentation, de lier des partenariats, et donc grâce à cette plateforme, il y aurait tout un écosystème et un environnement qui permettrait de faire ces tests. Alors cette plateforme, elle va permettre de faire beaucoup de choses. Vous voyez, on va pouvoir faire des tests en mer, dans un milieu sous-marin, on va pouvoir faire des tests aussi en l'air, on va pouvoir aussi faire des cyclages de mise à l'eau et puis aussi travailler, avoir des moyens de caractérisation, des moyens de test directement sur la plateforme. Alors elle va servir à beaucoup de monde cette plateforme, par exemple elle pourra servir à quelqu'un qui s'appelle Liam, il a créé une start-up à la turbine et puis il développe des capteurs offshore pour l'offshore et il a bidouillé dans son laboratoire, dans son Fab Lab et aujourd'hui il a besoin d'aller un peu plus loin, de tester ces outils dans des milieux réels. Ça pourrait servir à Pablo, qui est une société de vision industrielle, aujourd'hui qui met des caméras sur des robots. Et demain, il y a son directeur commercial qui va venir le voir pour développer des systèmes pour l'offshore. Et donc cette plateforme, il va pouvoir tester chez nous, vous voyez par exemple avec de la robotique sous-marine, ces solutions. Il va pouvoir travailler sur la plateforme Holofatigue, qui va permettre de comprendre les interactions, les contraintes liées à la houle. Et puis derrière, il va pouvoir aller sur la plateforme
pour tester sur la mer, sous la mer et au-dessus de la mer tous ces systèmes. Ça va permettre à Viviane qui travaille dans le coating. Alors vous savez que le coating, on a besoin de comprendre le vieillissement. Alors on a des moyens qui permettent d'accélérer le vieillissement, mais au bout d'un moment, on a besoin d'aller sur le terrain pour confronter les solutions au réel. Et puis par exemple à d'autres centres de recherche de la région, à d'autres organismes, des associations qui aimeraient comprendre l'impact des solutions sur le système marin, sur la biodiversité. Voilà, alors ce qu'on propose, c'est de développer une plateforme cormoran avec la communauté urbaine de Dunkerque et RTE, puisqu'un cormoran, ça évolue dans un milieu de air, ça vole dans l'air, ça va aussi dans la mer, et puis ça va aussi sur ce milieu qui est assez particulier entre terre et mer, entre air et mer, air et eau, parce que y a des problématiques d'humidité, il y a des problématiques, vous voyez, il est en train d'ouvrir ses ailes pour sécher et pouvoir s'envoler. Donc voilà, c'est ce qu'on propose, une plateforme cormoran. Merci à tous. Et bravo pour le timing. C'était bien. Il restait 30 secondes. J'avais encore 30 secondes. Ouais. Alors puisqu'il restait 30 secondes pour Luc, j'en profite, je les prends. Pour les futurs participants au pitch, il y a une caméra qui est là-bas, donc vous passez à la télé. Donc ça sera enregistré et disponible sur la chaîne YouTube de BlueSign, de Synergie, pardon. Et du coup, je vous demande d'essayer, si possible, de rester dans le cadre et donc voilà, de vous poser derrière la table. Voilà, et en même temps, c'est plus facile de parler quand on est bien posé comme ça. Voilà. Merci Luc. Hop. Géocéan, le projet de Géodune. Vous pouvez l'applaudir. C'est parti. Bon, bonjour à tous, donc Adrien Cartier du bureau d'études Géodune. Je vais vous présenter le projet Géocéan. C'est relativement simple, c'est de bénéficier en fait de la position offshore de la plateforme RTE pour installer un courantomètre houlographe. Donc cet instrument va mesurer les paramètres classiques de la houle, hauteur, direction et période des vagues, de pouvoir mesurer les vitesses de courant dans la colonne d'eau, donc au fond et à la surface, d'obtenir sa direction, d'obtenir également le signal de marée avec des mesures de la hauteur d'eau et également de la température. Donc l'objectif, c'est d'acquérir en fait ces mesures en temps réel, de pouvoir les visualiser en temps réel et également de constituer une base de données accessible à l'ensemble des personnes concernées. Donc l'avantage d'avoir cette plateforme au large, c'est déjà d'avoir un pied en mer entre guillemets pour pouvoir poser l'appareil et également de bénéficier de l'alimentation électrique et du raccordement à terre pour rapatrier les données. Donc pourquoi installer ce service? Eh bien, on est en manque de données dans le détroit du Nord-Pas-de-Calais. On a une seule bouée sur la façade manche qui ne fonctionne plus, qui a une base de données assez lacunaire. Et puis sur la façade mer du Nord, on a la bouée Westlander à l'est de la Belgique, qui est un peu trop loin de notre zone. Donc en gros, là, sur le détroit du Nord-Pas-de-Calais, entre le Cap Blanc-Nez et Dunkerque, on n'a aucune donnée sur le long terme de données océanographiques. Donc concrètement, comment ça va s'articuler? Donc ça va être via la création d'un site web et d'une application mobile. Donc on va pouvoir visualiser en temps réel toutes ces données. On va pouvoir réaliser également des statistiques diverses qui sont bimensuelles, annuelles, faire des retours sur les événements tempétueux, ce qui est très intéressant et important de connaître quand on gère un peu le littoral. Également la possibilité aux utilisateurs de faire des systèmes d'alerte qui vont être personnalisables, de pouvoir par exemple paramétrer une hauteur de houle maximale ou minimale, une vitesse de courant minimale ou maximale pour ces différents usages, et également donc de constituer une base de données pérenne sur le long terme pour toute la gestion et l'aménagement du littoral. Donc à qui s'adressent tous ces services? Eh bien notamment donc les universitaires, donc au niveau de la recherche fondamentale, on a besoin de ces données. Plus on a de données, mieux on comprend donc le système littoral local. Les infrastructures portuaires vont également être en attente de ce type de données. Ça va être une aide à la navigation pour tout ce qui est état de mer en temps réel et également sur la gestion des dragages pour mieux optimiser les campagnes de dragage. Ils sont en attente de ce type de données. La communauté urbaine de Dunkerque aussi aura forcément besoin de ces données, notamment dans le cadre de la compétence GEMAPI. Elle récupère donc la gestion des ouvrages de défense contre la mer. Il sera très intéressant de mettre en place des systèmes d'alerte pour les submersions marines, pour les événements de tempête. Les différents bureaux d'études également vont être très friands de ce genre de données pour pouvoir caler leurs modèles qui sont indispensables dans le dimensionnement des ouvrages.
Également, donc d'autres utilisateurs, on peut penser à la sécurité en mer. Connaître la situation des courants en temps réel peut être très intéressant dans le cadre d'une opération de secours. Les pêcheurs particuliers ou professionnels également, pour l'aide à la navigation et les suivis des courants. La plongée sous-marine, qui est un vecteur assez important sur la façade mer du Nord. En fait, l'ensemble des usagers et des professionnels de la mer vont être intéressés par ce type de données. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Et là aussi, bravo pour le timing, il restait 30 secondes. On aurait pu réduire à 3 minutes en fait, je pense, la prochaine fois. Alors, c'est au tour de Iridium Dynamics. Vous pouvez l'applaudir. Je précise que cette intervention va être en anglais, donc je vous invite à mettre vos casques pour la traduction. Merci, oui, je suis australien, donc je vais présenter en français parce que il y a seulement 4 minutes. We're Iridium Dynamics. We're an Australian company based in Toulouse. And we're developing hardware systems to make drones more reliable when you deploy them in remote locations, such as offshore wind turbines, for remote inspections and for security. So automated UAV systems have a number of benefits. You can lower the costs of operation by eliminating the need to send personnel to your remote locations. And the drone stationed at the destination reduces the time to your inspection in the case of an emergency. But there are a number of problems with drones. In remote destinations, when the weather is bad, it's extremely difficult to land a drone autonomously. So drones can't position hold reliably in strong and gusty winds, and in the offshore market you obviously have these conditions all of the time. So even with high-tech visual guidance on the UAV, it's extremely difficult to autonomously land reliably. So we are building a drone docking station which solves this problem. It's small, it's light, it has fewer moving parts, and it's cheaper to produce. But it's what's inside that's interesting. We have some robotics with visual tracking, which enable the capturing of the drone using a robotic system to increase the reliability of the landing. So you have higher reliability in strong winds and gusts and turbulence. The robotic arm also enables battery swapping or recharging, and it's what allows a much smaller overall size, which reduces installation costs and reduces transport costs. So we've developed a proprietary system of visual tracking, which is very reliable in a broad range of weather conditions and at night. So we have these retro-reflective identifiers, which are tracked by the robotic arm with a stereo pair of cameras. We've started manufacturing a basic version, which is probably not going to be used in offshore wind. I'll get to that in a second. So this robotic arm system is being prototyped in Toulouse at the moment. We've developed the robotic arm from scratch to hold these UAVs. We've developed the tracking algorithms, and I can show you now a video of a demonstration flight of our prototype system. So the drone can take off, perform its inspection, fly around, and when it comes in for a landing, the robotic arm responds. And the computer vision system on board tracks the landing attachment of the drone. And when you're ready to land, it will reliably engage a mechanical system to catch the drone before you power the drone down, ensuring a certain landing before the drone turns off its propellers. The new system that we're designing for higher winds that you experience in the offshore market is going to be storm-proof. 30 seconds left. Cool. Sorry. It also has a smaller overall size and a vertical axis of motion to improve the reliability of catching the drone. So what does this mean for offshore inspections? Well, we're here to really learn about this. Is this something that is useful in the offshore market? We believe it can reduce
O&M costs by deploying the drone at the destination and eliminating the need of sending drone service providers out to the farm. And we can provide this service remotely from the shore using a remotely deployed drone. Yeah, thank you very much. Merci Yann. J'accueille maintenant le projet IPSI. Bonjour à tous, Pierre Lombard, société McPhee, équipementier hydrogène, également de l'équipe Percé, un bureau d'études en digital et en système digital énergie ENR et hydrogène. Et puis je vais laisser la parole à Philippe qui va présenter IPSI. Ok, bonjour à tous, je suis Philippe Mugara, donc je travaille chez Sofrecit, qui est une société d'ingénierie pétrolière, et nous allons vous présenter IPSI, un module durable de production d'hydrogène offshore. Donc tout d'abord, je vais commencer sur les enjeux de ce module et les besoins auxquels ce module répond. Alors je me suis basé sur la ville de Dunkerque et sur les objectifs de Dunkerque pour rendre le module plus intégré à son environnement et plus intégré aux besoins qu'il va essayer de servir. Le premier besoin, c'est intégrer une production d'énergie renouvelable au-delà des 20%. Pour cela, on doit augmenter la flexibilité du réseau électrique et IPSI, grâce à un système digital, va permettre la gestion en temps réel d'une production à la fois électrique et hydrogène. Et ça va permettre également de valoriser l'intermittence des énergies renouvelables qui, jusqu'à présent, ne peuvent pas être valorisées sous la forme d'hydrogène. Le deuxième point, c'est réduire l'empreinte carbone en produisant de l'hydrogène offshore et en fournissant de l'hydrogène à la fois à la région de Dunkerque, mais également avec la possibilité dans le futur de pouvoir exporter cet hydrogène si le besoin et le marché se développent à l'étranger. Le troisième point, c'est faire en sorte que IPSI soit intégré au maximum à son environnement et qu'il protège au maximum la biodiversité en respectant la pêche et la biodiversité marine. Donc comment on va faire tout ça? Donc IPSI, on va intégrer donc IPSI sur une plateforme pétrolière, donc ici la plateforme RTE. IPSI va produire de l'hydrogène grâce à l'eau de mer. C'est une première mondiale. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'électrolyseur en mer, il n'y a pas d'électrolyseur qui opère en mer. Donc ce sera la première mondiale et ça permettra également à une filière française de démarrer, sachant que nos concurrents européens sont déjà en train de réfléchir à ces solutions. La Norvège, par exemple, est en train de développer des solutions de ce type-là. Le deuxième point, c'est rendre le système le plus écologique possible. Donc on va utiliser l'oxygène qui est produit pour pouvoir alimenter par exemple un parc aquacole. Et donc on va utiliser cet oxygène produit pour l'activité marine. Le troisième point, c'est qu'on va développer une solution qui est la plus modulaire possible pour permettre son intégration à la plateforme, mais également faire en sorte qu'il puisse rapidement s'intégrer à des nouveaux marchés, comme par exemple tout le marché de tout ce qui est éolien flottant ou de nouvelles sources d'énergie marine renouvelable qui pourraient être très éloignées des côtes. Et dernier point, la partie digitale, donc on va faire en sorte que le IPSI soit le plus autonome possible et utilise les données digitales qui proviendront du champ et également de la production d'hydrogène pour pouvoir au mieux piloter le système mix énergétique, hydrogène, oxygène et également électricité. Et on s'appuiera aussi sur le digital pour développer la solution et accélérer son développement. Finalement, IPSI, c'est une solution qui permet une synergie entre les activités humaines et la mer, et c'est une solution qui est modulaire, digitale, écologique et innovante. Voilà, je vous remercie. Merci à tous. Merci à vous. Dans le timing. Ça marche. Le projet MOCA avec nos amis de Rossini Énergie. Alors, je ne sais pas s'ils sont arrivés. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas arrivés. Alors, je vais vous proposer de passer au projet suivant, de point triple. Et puis, s'ils arrivent dans les temps, on les fera passer. Et sinon, malheureusement, on avancera.
Je pouvais faire la présentation de celui-là aussi. C'est comme tu veux. Alors, point triple. Merci. Alors attends, juste tu peux. Ok. Bonjour à tous, donc je suis Gauthier Levrague, le cofondateur de Point Triple. Donc je suis ici en fait pour parler d'un projet qu'on a créé suite à l'appel à projet lancé donc par la RTE et la CUD sur la volonté de monter un champ éolien donc au large de Dunkerque avec RTE qui souhaite là pour le coup transformer et acheminer l'électricité. Le challenge qui nous a été demandé, c'était finalement de trouver un autre usage à cette plateforme au service du territoire. La première question qu'on s'est posée finalement, c'était comment créer un lien véritablement entre la plateforme et les habitants du territoire. Dans notre regard continuel de notre entreprise, c'est toujours de remettre l'humain au centre de nos préoccupations et de se dire finalement quelle est la place de l'humain dans un projet qui est numérique et technologique. Il était donc pour nous nécessaire de trouver l'élément qui fasse le lien entre habitants, parc éolien et plateforme du territoire. Ce lien est extrêmement simple, c'était finalement le vent présent partout et notre idée c'était finalement de capter cet insaisissable outil, moyen, pour lui donner une représentation. Au travers de quoi ? Au travers de ses caractéristiques, nous allons lui donner vie via un instrument de musique. Cet instrument de musique s'appelle Ventalion. Qu'est-ce que Ventalion ? Ventalion, c'est une association alors, de 3 éléments qui sont sur une partie techno avec la possibilité de récupérer des données du vent, donc sa pression, son orientation, sa vitesse. Ces données-là sont transmises dans un cloud et renvoyées vers l'objet pour jouer une symphonie. Ce qui va se passer, je vais vous le faire écouter. Normalement. Ah, attendez. Donc ce sont les données live du vent, avec différentes ondulations, différentes oscillations. L'idée, c'est au travers de cet outil, finalement, de créer un grand pavillon acoustique et artistique pour qu'aujourd'hui, les Dunkerquois puissent comprendre pourquoi, en fait, cette plateforme a été mise en place et de quoi elle est faite aujourd'hui pour fonctionner. Donc, vous allez pouvoir avoir la possibilité de coller, en fait, votre oreille à cet objet et entendre cette symphonie du vent en live continuellement. Comment est-elle construite? Finalement en acier Corten, qui est un énorme clin d'œil finalement à la production industrielle de la région, donc son passé et son présent, et en même temps extrêmement adapté aux conditions climatiques. Ce qui est extrêmement important pour nous aussi, et on appuie énormément là-dessus sur ce sujet, c'est cette co-construction qui nous semble nécessaire pour ce projet. Sur un premier item qui est la construction, donc l'utilisation, le recyclage des matériaux déjà présents, mais aussi les collaborations avec les écoles pour fabriquer cet outil. La production musicale, puisqu'aujourd'hui on parle bien de son, donc de travailler avec le conservatoire de musique ou l'orchestre symphonique, et l'implantation, faire de cet objet un outil marketing du territoire dunkerquois. En synthèse, finalement, avec ce projet, on fait un lien entre l'industrie et le tourisme, la technique, l'art, la terre et la mer, le vent et la musique. Ventalion représente cette synthèse-là. Et notre ambition, finalement, c'était de créer ce point d'intérêt. Créer ce point d'intérêt entre un habitant, entre une industrie, entre un territoire, qui va en fait finalement caractériser notre métier, qui est un cabinet créatif, qui n'a qu'un seul objectif, c'est de construire des collaborations entre des experts et des créatifs, afin d'aider les entreprises à se développer. Pour ça, il n'y a qu'une seule raison pour le faire, c'est des groupes d'équipes, et c'était important pour nous de les montrer, donc avec autant du manager créatif que des designers, que des développeurs et que des artistes. Merci. Merci Gauthier. Est-ce que Rossini est arrivé? Je ne pense pas, je ne les ai pas vus. Ok, et donc je vous propose de passer au challenge étudiant avec le projet Clean Whale qui est porté par l'équipe i5. On peut les applaudir. Clean Whale. Alors, baleine propre. Pourquoi baleine propre? Parce que récemment, on a retrouvé une baleine avec 40 kg de plastique dans l'estomac. Et elle en est morte. Donc, il y a un problème de déchets plastiques. Et comme on ne peut pas résoudre ce problème à la source, puisqu'on a beaucoup de mal à ne plus consommer de plastique du tout, eh bien, on a décidé de s'appuyer sur cette nouvelle plateforme de la RTE
pour mettre en place un projet qui, au minimum, enfin au mieux, réduit les macro-déchets plastiques dans l'océan qui causent ce genre de gros problèmes. Je me présente, je m'appelle Thomas Georgin, je suis en première année de prépa à l'Institut supérieur d'électronique de Paris et je vous présente mon collègue Timothée Bonnel qui est dans la même promotion que moi. On fait tous les deux partie du bureau des élèves de cette école et ce bureau des élèves a pour axe majeur l'année prochaine l'écologie. Je pense qu'ici, tout le monde a au moins vu une fois cette image d'une tortue avec un sac plastique autour de la tête. Et on a tous culpabilisé en se disant que c'était peut-être notre sac plastique qui était autour de cette tortue. Le projet Clean Whale, il a pour but notamment de sauver la faune marine, de sauver la pollution des océans, de complètement déplastifier les océans, c'est le but. La gravité du problème, elle est énorme et tout le monde en a conscience, mais pas assez, je pense. Donc aujourd'hui, 1,5 million d'animaux marins, poissons comme oiseaux compris, sont morts à cause de plastique ingéré. 30 millions de tonnes de plastique sont en ce moment même dans les océans. Les objectifs de notre projet Clean Whale, c'est de jouer notre rôle dans cette déplastification de l'océan. Dans notre cas, c'est la mer du Nord. Et surtout de faire baisser la mortalité de la faune marine. Car si on ne fait rien, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. Donc c'est assez critique. Je vais laisser Thomas maintenant introduire la base du projet, les drones Clean Whale. Alors la plateforme, elle sert en fait de base à deux types de drones. Elle permet de les recharger et de stocker les déchets que les drones vont collecter. Les drones, c'est un premier type, un drone en forme de cône qui va filtrer l'eau de mer dans laquelle il est. Le drone est autonome, excusez-moi. Il va filtrer l'eau et récupérer les déchets qu'il rencontre, seulement les macro-déchets. Ces macro-déchets, il va ensuite retourner à la plateforme pour les stocker dans des bennes qui seront aménagées et mises en place sur les côtés de la plateforme. Le deuxième type de drone, c'est en fait un couple de drones avec un filet. Ça permet de récupérer une quantité de déchets bien plus grande et de les stocker de la même façon au niveau de la plateforme. Le problème majeur, c'est les poissons. Il ne faut pas se retrouver avec des poissons dans le filet ou dans le drone, sinon ça n'a plus aucun intérêt puisque le but, c'est de faire baisser la mortalité de la faune marine. Donc l'idée, ça serait d'installer des sonars qui émettent les mêmes ondes que les grands prédateurs marins quand ils nagent dans l'eau. Ça éloignerait la majeure partie des poissons potentiellement victimes voilà. Le rechargement des drones, il se ferait par la plateforme, donc on aurait une partie de l'énergie de la plateforme qui serait utilisée, on va dire, pour un usage entre guillemets noble. Pour conclure sur ce projet Clean Whale, c'est un projet qui participe pleinement à la sauvegarde de notre planète. C'est pour moi personnellement l'enjeu du XXIe siècle. C'est un projet qui s'appuie notamment sur des projets comme le Manta ou alors Sea Cleaners. Et des projets tels pourraient être associés pour pouvoir atteindre le plus vite possible la déplastification des océans. Donc des projets comme ça fonctionnent très bien. C'est un projet qui met en valeur des problématiques mondiales, c'est-à-dire que tout le monde sait de quoi on parle, mais là maintenant ça devient concret, avec des images concrètes et des images choquantes notamment. Et il y a des possibilités de relations avec des associations reconnues, comme par exemple Greenpeace, qui pourraient nous permettre de démocratiser notre projet plus facilement et de l'exposer au monde entier. Et au mieux, on pourrait espérer le recyclage sur la côte d'Opale, par exemple, à Dunkerque, ce qui ferait une très faible empreinte carbone, donc ça s'inscrit dans l'écologie. Merci. Merci. Merci à vous. Alors j'ai vu que Rossini Énergie était arrivé. Excuse-moi. Je vais juste proposer, avant qu'on écoute le deuxième projet étudiant, à la suite. Et il va nous rester 5 minutes si on se débrouille bien. Et du coup, on reviendra à votre projet. Ça vous va ? Ok. J'accueille le projet des Genésiens. Donc voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet. On va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Ambroise Miribel, je suis étudiant à l'ISEP en première année de cycle préparatoire. Bonjour à tous, je m'appelle Louise Royer, je suis étudiante à l'ISEP en première année du cycle préparatoire. Donc notre projet a pour but de ramasser les déchets à la surface des mers, en particulier de la Manche, par le biais de barrages qui seront installés sur les pylônes de la plateforme grâce au courant de la mer.
Donc pour répondre à la problématique posée, nous nous sommes focalisés sur l'aspect énergétique, écologique et environnemental de la plateforme. Effectivement, 15% des déchets marins proviennent de la terre et 15% se trouvent en surface. Le but premier de la plateforme est donc de réduire le pourcentage de déchets marins. Donc comment marche cette plateforme? Pardon. La plateforme marche grâce au sens du courant. Le courant pourra emporter les déchets qui seront donc stockés dans ces bacs que l'on trouvera dans les barrages. Lorsque les bacs seront pleins, des grilles pourront se refermer pour pour empêcher que les déchets se dispersent. Ils seront attachés de part et d'autre de la plateforme et seront dotés de bouées leur permettant de flotter à la surface et donc ainsi de ramasser les déchets qui se trouvent à la surface de l'océan. Il y a donc on peut voir une vue de haut de notre projet. On a aussi pensé à installer des panneaux solaires. Après, tout dépend de l'ensoleillement du lieu, mais c'est pour un but complètement écologique encore, pour pouvoir alimenter en partie la plateforme électrique. On a aussi pensé à mettre des hélices en dessous de ces barrages pour capter le courant et donc ainsi capter l'énergie. Donc pour faire un petit zoom sur la technique utilisée, notons que nos bacs mesurent 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Ils pourront donc récupérer 1 mètre cube de déchets. Ils seront disposés tout le long du barrage sur une dizaine de mètres. Par ailleurs, le fond des bacs sera muni de grilles pour permettre aux poissons de s'échapper. Enfin, des sonars seront installés tout le long du barrage pour prévenir justement la prise de ces poissons et leur permettre de fuir. Il y a donc plusieurs avantages à cette innovation. Un très important qui est pour nous le fait que le barrage soit autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de présence humaine pour s'occuper du barrage. Il faut bien sûr s'occuper de l'entretien et de la maintenance, mais des caméras pourront être placées pour valider et déterminer si les bacs sont pleins et ensuite les vider grâce à des bateaux qui récupéreront ces bacs pour les trier ensuite sur les terres. Et donc on trouve que c'est un gros avantage car on pourra recommencer le processus le plus rapidement possible et donc être très efficace. Le tri sur terre de ces déchets sera effectué par des entreprises locales qui permettront donc de faire travailler l'économie locale. Enfin, l'avantage majeur de la plateforme est aussi de réduire l'aspect visuel. Et pour terminer, la mise en place de ces panneaux solaires et de ces hélices permettra de produire de l'électricité de manière propre. Effectivement, seulement 20% de l'électricité en France et dans le monde est produite par des énergies renouvelables. Et on trouve aussi très important de protéger la faune locale, donc grâce au sonar dont on a parlé juste avant. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. On espère que grâce à vous, on pourra imaginer un futur plus propre et plus sain. Merci. Alors on est dans les temps, donc tout va bien. Donc comme vous le voyez, dès 11h20, la cérémonie de remise de prix se déroulera en plénière, donc je vous l'annonce d'ores et déjà. Je vais vous demander deux petites secondes pour faire la bascule technique et revenir au projet de Rossini. On peut d'ores et déjà les accueillir et puis on va pouvoir les écouter. Parfait. Merci. Donc, moi c'est Guillaume. Moi c'est Lucas. Nous allons vous présenter notre projet de stockage d'énergie sous-marin, MOCA. Alors nous on veut remonter la mer pour stocker de l'énergie en dessous. Alors pourquoi faire stocker de l'énergie Comme peut-être vous savez, dans le monde de l'électricité, il y a un besoin d'équilibrer production et consommation, et donc avoir quelque chose qui est un tampon. Et typiquement, ça peut se faire avec une batterie. Alors une batterie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté au milieu marin, qui est très coûteux, qui est fait par des terres rares, qui n'est pas fabriqué en France et qui a une durée de vie limitée. Mais heureusement, il y a d'autres solutions aussi. Voilà, donc Rossini Énergie, on est une équipe de 5 personnes. On travaille dans tout ce qui est consommation intelligente, donc on vient adapter la consommation à la production via des bandes de charge de véhicules électriques, des chargeurs bidirectionnels pour les chariots élévateurs, via des stockages d'énergie dans les puits de mines, etc., etc. Voilà, on a plein de projets. Et le projet qu'on vous présente aujourd'hui, c'est sur la plateforme RTE. Voilà, on a dit remonter la mer parce qu'on va mettre des layers en dessous. On veut mettre des poches, c'est des grands ballons de 300 mètres cubes qu'on va mettre
au fond de la mer où on peut souffler de l'air comprimé. Donc quand on a de l'électricité en surplus, on allume des compresseurs, on gonfle des poches qui sont au fond de la mer et pour après récupérer l'énergie après. Voilà, donc compresseur, en cas de surplus d'énergie, on vient faire fonctionner le compresseur, gonfler des poches d'air en milieu sous-marin, et inversement, pour récupérer l'énergie, on n'a plus qu'à ouvrir la vanne et faire fonctionner une turbine pour régénérer de l'énergie. Voilà. Et donc, on peut voir à quoi ça... Donc, ça va être quelque chose comme ça. Donc, on utilise des bagues incendie, c'est des grands sacs de 20 mètres x 30 qui sont posés au sol. Et si on veut faire une taille de puissance typique pour des services au réseau, c'est 1 MW. Ça fait une surface d'à peu près 100 mètres x 100 mètres. Donc le retour sur investissement d'un système comme ça est relativement rapide pour un produit innovant comme ça, parce qu'on utilise des produits standards. En effet, un des grands avantages, c'est qu'on peut faire ça avec des pièces qui sont au catalogue, avec des compresseurs typiques de l'industrie, avec des tuyaux de baisse pression. Et c'est un système qui est modulaire, c'est-à-dire on peut le dimensionner comme on veut, et donc on peut faire des mix puissance-énergie comme on souhaite, suivant les lieux ou suivant les besoins du site. On a aussi un produit qui peut être mis à n'importe quel endroit, pas forcément aujourd'hui à Dunkerque, mais qui peut être après déployé sur d'autres sites de l'industrie offshore. Et aussi un produit qui va travailler en basse pression. Donc qui dit basse pression dit basse température, et qui dit basse température dit meilleur rendement au niveau de la régénération d'électricité. Voilà, ça peut aussi se faire de façon distribuée, donc avec des sacs qui sont attachés à chaque éolienne. Donc il n'a pas besoin d'être tout fait autour de la plateforme. Et voilà, donc nous pensons que ça peut être un système de stockage d'énergie pour l'industrie offshore avec un projet pilote à Dunkerque. Merci de votre attention. Merci à vous. Et bien voilà, on arrive à la fin du pitch. Donc comme je vous le disais, maintenant ça va être le grand moment. On va annoncer les lauréats de cet appel à projet. Je vous invite à vous diriger à la salle de la plénière pour écouter d'ici quelques instants le palmarès remis par le président de RTE et le président de la communauté urbaine de Dunkerque.